Du cabinet Ruben et Associés, un cabinet d'avocats. Parfois, ce qui est incroyable, c'est que ça part juste d'un mauvais regard, ces guerres des bandes. Mais je trouve que ce n'est pas anodin que ça concerne le département de Seine-Saint-Denis. Pas que, hein. Là oui, les lilas, pas que. L'affaire qui nous intéresse, en tout cas l'affaire que vous avez évoquée tout à l'heure. Cela part effectivement, alors vous avez les affaires classiques, toile de fond, trafic de stupéfiants ou violences particulières, mais vous avez également parfois des affaires qui démarrent d'un regard. En revanche, je voudrais répondre au monsieur du syndicat de la police. Je trouve que c'est vraiment ne pas connaître la réalité de terrain, de se dire qu'en réalité la République ne recule pas face à certains endroits en Seine-Saint-Denis ou dans certaines communes. Moi, j'ai des affaires, et fréquentes, puisque vous avez parfois des fonctionnaires de police qui ne travaillent pas le terrain, mais parce qu'ils interpellent une personne qui est originaire d'une commune du 93, qui doivent contacter le commissariat local parce qu'ils doivent mener une opération de perquisition. Et dans cette hypothèse-là, soit effectivement on les décourage de pouvoir le faire, parce que je vous rejoins, on n'a pas de moyens. Sauf qu'en réalité, vous répondez parfaitement à la question, oui, comme on n'a pas de moyens, on perd du terrain dans certains quartiers. Donc en fait, en réalité, dans certains quartiers, la police régresse, la police recule, et ça laisse place à des violences urbaines comme celle-ci. Pour bien comprendre, vous allez répondre Alexandre Loy, pour bien comprendre, vous avez une affaire précise où une perquisition n'a pas été effectuée parce que les policiers ne pouvaient pas entrer sur ce territoire, où on jugeait qu'ils ne pouvaient pas y aller. Interpellation à Paris, brigade des stupéfiants de Paris. Cocaïne retrouvée. Les policiers demandent au commissariat local de pratiquer une perquisition, ce qui se fait naturellement dans chacune des affaires pour retrouver des indices. Et en réalité, on en a fait l'économie parce que les moyens n'étaient pas nécessaires. Et là, je vous rejoins sans aucune discussion. Donc en réalité, dans ces quartiers-là, ça devient difficile d'évoluer sans effectivement venir avec 3/4 de CRS. Alexandre Langlois, donc ça prouve, si on écoute Steve Ruben, qu'il y a des quartiers où des perquisitions, des actions policières ne seraient pas menées à cause de manque de moyens et peut-être aussi à cause du risque. Et les actions policières ne sont pas menées effectivement à cause d'un manque de moyens. Ce n'est pas nos collègues de terrain qui ne veulent pas faire le travail ou qui ont peur, c'est juste qu'on n'est pas soutenu par notre hiérarchie. Mais ça, Alexandre Langlois, l'opinion ne peut pas entendre ça. La police ne fait pas son boulot parce qu'elle manque de moyens. J'entends, je vous accuse pas, vous comprenez, mais l'opinion ne peut pas entendre ça. Mais nous non plus, on ne peut pas l'entendre. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que justement, nos collègues sont assez peu nombreux à oser le marquer sur un PV en disant nous n'avons pas pu faire tel acte parce que nous n'avons pas les moyens de travailler. J'ai quelques exemples également où ça a été marqué, parce que nos collègues ont peur de l'inspection générale de la police nationale qui va les sanctionner en interne. Ils préfèrent cacher les choses plutôt que d'être embêtés administrativement par la suite. Donc en fait, il y a un double filtre. Il y a l'opinion publique ne peut pas savoir et nos collègues en interne se s'auto-censurent sur leurs propres actes. Georges Fenech, on a eu ce débat sur le malaise des policiers, mais là c'est invraisemblable. C'est-à-dire que si on ne mène plus les actions, alors où va-t-on ? On ne découvre pas quelque chose de totalement nouveau. Non, mais là on a des exemples précis. Et puis même si on ne le découvre pas, on est obligé d'être... On ne découvre pas le fait que la police étant toujours en sous-effectif. Je me souviens, lorsque je délivrais des commissions rogatoires, les policiers étaient obligés de prioriser laquelle nous allions exécuter en premier. Par manque de moyens, il faut organiser ces faibles moyens, finalement, dans certaines circonstances. Donc, on ne peut pas jeter la pierre aux forces de police qui, elles, font les enquêtes quand elles sont nécessaires. Le problème, c'est qu'elles sont submergées d'enquêtes et qu'elles sont obligées de faire des choix. Et quelquefois, effectivement, il y a des perquisitions qui ne peuvent pas être faites, faute de moyens. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, globalement, comme Alexandre Langlois le suggérait, c'est l'échec de la société, mais l'échec des politiques ? Ça, on peut dire qu'effectivement, depuis des dizaines d'années, il y a un échec de la lutte contre la délinquance urbaine notamment. On a beaucoup injecté dans les politiques de la ville, nous le savons, pour essayer de faire de la prévention, ce qu'il faut continuer à faire. Mais pour autant, ce phénomène n'a pas reculé véritablement. On est toujours face à des phénomènes de bande, à des phénomènes de territoire, de trafic de stupéfiants, de criminalité souterraine. Et cela, pour l'instant, ça existe toujours malheureusement. Alexandre Langlois, c'est vrai qu'il y a des quartiers où les jeunes qui ne voient pas d'avenir, qui n'ont pas de travail, eh bien parfois on la tentation d'écouter les dealers qui proposent de travailler pour eux, de guetter, etc. Ça, c'est un drame de la société. C'est un drame de la société, oui, parce que déjà, nous, le travail de police, on n'est pas rentré pour s'occuper de tous ces problèmes sociétaux, on s'est rentré pour arrêter des criminels et des délinquants. Et on est dirigé par des gens qui sont déconnectés de deux façons. Par exemple, nous avons porté plainte en début d'année pour un trucage des chiffres de la délinquance, où il y a des faux en écriture, parce que nos commissaires touchent des primes dessus, et les politiques annoncent, par exemple, quand M. Conon annonce une baisse incroyable des cambriolages, dans les faits, ça n'a pas baissé. C'est juste les faits qui ont été requalifiés différemment. Mais par contre, ce qui veut dire, c'est qu'après, les effectifs de police sont déployés en fonction de ces statistiques. Et on se retrouve, par exemple, à Marseille, avec une
une délinquance qui baisse depuis des années, et on se retrouve avec des règlements de compte à la Kalachnikov. Donc en fait, il y a une inéquation entre les deux. La deuxième chose, c'est qu'on nous avons aussi, je repense à ça, ce que l'anecdote m'avait marqué, quand M. Collomb avait présenté la police de sécurité du quotidien à Toulouse de mémoire, enfin dans le sud de la France en tous les cas, il avait dit à une mère de famille, écoutez, dites à votre enfant de trouver un travail dans un endroit où il y a 40% de taux de chômage. C'est des fois aussi, l'alternative est compliquée. Moi, je sais que je suis encore sur le terrain. Une fois, j'avais un jeune qui m'a dit, voilà, écoutez, voilà, vous m'avez arrêté pour trafic de stupes. Je vais passer quelques mois en maison d'arrêt. Et alors, qu'est-ce que vous allez m'offrir qui me fait gagner entre 3 et 4 000 euros par mois sans diplôme? Voilà, les alternatives, il n'y en a pas pour le moment. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait des alternatives pour ne pas retrouver tous ces jeunes. Merci à vous de ces précisions. Je vous propose maintenant de passer à notre second débat. Il est consacré à ce qui s'apparente à une bavure policière. Un homme a été victime d'un tir policier à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, en janvier dernier. L'homme sur lequel on a tiré est avec nous. Il s'appelle Boubacar Coulibaly. Bonjour Boubacar Coulibaly. Vous avez 20 ans. D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Nous sommes en janvier à Villeneuve-la-Garenne. J'étais avec un ami à moi ce jour-là. On était en voiture sur la A86. Et j'étais côté passager avec mon ami qui conduisait mais qui n'avait pas de permis en fait. Et sur la route, pendant qu'il conduisait, il s'est rendu compte qu'il y avait la police, les motards derrière lui. Et Donc vous êtes poursuivi? on est poursuivi, voilà. Et en étant poursuivi, lui qui a déjà été en prison pour défaut de permis, il a paniqué en fait sur le coup et il n'a pas voulu s'arrêter. Donc après, il a été victime, il a fait un refus d'obtempérer. D'accord. Jusqu'à Villeneuve-la-Garenne. Et arrivé à Villeneuve-la-Garenne, il est descendu à la sortie de la 86. Vous êtes coincé par la circulation, c'est ça? Voilà, là, à la sortie de l'autoroute. On est coincé par la circulation. Donc il est descendu et il a continué à pied en fait. Là, vous êtes côté passager. Voilà. Le conducteur donc s'enfuit. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous décidez de faire? De prendre la voiture. Je suis descendu, je suis passé côté conducteur. Pourquoi vous faites ça? Pour déplacer la voiture. En fait, on était en plein milieu de la route à ce moment-là et le motard, il n'était pas encore à mon niveau en fait. Vous avez le permis? Ouais, j'ai le permis. D'accord. Donc vous prenez la voiture, Voilà. le motard n'est pas encore devant vous, Ouais. et là vous êtes au volant, et qu'est-ce qui passe dans votre tête? Quand je suis au volant, je voulais me mettre sur le côté au début. Et après, il y a le motard qui était très énervé en fait et qui me menaçait en même temps avec son arme. Alors il y a une vidéo, on va le préciser, il y a une vidéo de la scène que nous ne diffusons pas parce que nous estimons que nous n'avons pas les droits, mais cette vidéo, elle a été enregistrée. Ouais. Et vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez mettre en mode play. Nous allons entendre les coups de feu. Il y a 9 coups de feu. Donc on va entendre ça. C'est donc une scène à Villeneuve-la-Garenne en janvier. Allez-y. On va entendre ça. On va entendre ce qui s'est passé donc à Villeneuve-la-Garenne. Vous la cherchez, puis on va entendre ça dans quelques minutes quand vous l'avez trouvé. Alors, j'ai avec vous Steve Ruben, donc vous êtes l'avocat de Boubacar Coulibaly. J'ai sous les yeux la plainte parce que vous avez déposé plainte contre personne dénommée. On écoute. Putain. Mais c'est quoi ce truc? C'est des balles à blanc? Non, il a vraiment tiré dessus. Mais il a continué. Il a pas touché. Hein. Donc ça, c'est la vidéo, elle dure 16 secondes, on entend les coups de feu. Exactement. Steve Ruben, sur quoi porte exactement votre plainte? 10 tirs, et non pas 9, comme On vient vous de les l'avez entendre. évoqué. 8 impacts de balles, 2 balles qui l'ont touché et dans des conditions, donc nous expliquera les circonstances. Il est environ 17 heures, donc on est quand même en pleine journée. Il y a du monde, il y a beaucoup de circulation. Et vous avez un fonctionnaire de police qui fait usage de son arme dans des conditions qui sont extrêmement critiquables. Ce que nous avons constaté, et c'était l'objet de la plainte, puisque voyez-vous, en ce qui concerne le conducteur du véhicule initialement, celui-ci a été arrêté, il a été interpellé, 48 heures plus tard, il est condamné à 30 mois ferme d'emprisonnement. Violence policière, outrage, il y a eu une justice qui a joué son rôle, c'est-à-dire que 48 heures après, il a été jugé et condamné. Nous sommes au mois d'octobre 2018, nous avons cessé de répéter, de rappeler par des courriers, par des démarches, simplement qu'il y a une affaire, qu'il y a des faits qui se sont déroulés, et en réalité, ce n'est pas un fait isolé. Je veux dire par là que les fonctionnaires de police, qui font un travail difficile, sans aucune discussion, parfois en charge d'affaires un peu délicates, font usage de leur arme. Utiliser une arme, ce n'est pas un droit de tuer. Avoir une arme, ce n'est pas un droit de tuer. Là, dans les circonstances que nous dénonçons, parce que celui-ci aurait pu être tué véritablement aujourd'hui. Il a été blessé d'ailleurs, vous avez été blessé, c'est ça, Boubacar? Ouais, j'ai été blessé au bras et au niveau de la hanche. Vous avez été à l'hôpital? Ouais, j'ai été à l'hôpital. Là, j'ai eu 40 points de suture là, sur le bras On le voit, oui. et une plaque de fer. Et là, je vais me faire opérer une deuxième fois
en décembre. C'est vrai que sur la vidéo, on voit le policier qui tire et qui continue à tirer une fois que la voiture est partie. Oui, mais tout ça, nous, on demande une instruction pour cela, justement, pour faire lumière sur ce qui s'est passé. Ce que nous voyons de manière objective, puisque ce qui est dénoncé, c'est, j'imagine, lorsqu'on fait usage de l'arme, c'est qu'on est en danger. Celui-ci, le fonctionnaire de police, alors que celui-ci mettra son clignotant, dont on verra sur la vidéo qu'il fait un écart sur la gauche pour éviter le fonctionnaire de police, et alors que le véhicule s'en va, qu'il est 17h ou 17h30, qu'on est en pleine journée, à un endroit où, je vous le rappelle, il y a 2 impacts de balles qui n'ont pas été retrouvés. Ce qui veut dire qu'elles auraient pu heurter soit un véhicule, soit quelqu'un. Le véhicule s'en va et on entend en rafale 10 coups de feu. C'était effectivement extrêmement dangereux. Et ça peut trouver une répercussion juridique, comme par exemple des violences volontaires avec arme ou encore une tentative de meurtre. Alors je me tourne vers Alexandre Langlois, donc je le rappelle, secrétaire général du syndicat Vigipolice. Vous avez pu échanger avec vos collègues pour obtenir des informations sur ces tirs. Rappelons qu'un de vos collègues a également porté plainte. Alors voilà, donc ce qui se passe, c'est... moi j'ai eu les collègues qui m'ont donné leur version. Allez-y, mais évidemment. c'est pour ça que vous êtes là. Donc il voit une voiture qui a une conduite dangereuse sur la route, sur l'autoroute. Il décide donc de lui demander de s'arrêter. La voiture, comme ça a été expliqué, ne s'arrête pas, s'en va pour diverses raisons. Je rappelle aussi également qu'il y a quand même un nombre de morts incroyable sur les routes à cause de chauffards. Donc le rôle de la police est également de les arrêter parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées par des comportements très dangereux sur la route. Finalement, ce qui a été raconté, la personne s'en va de la voiture, elle laisse le volant au conducteur. Après, mon collègue sur place lui a un tout noir au moment des faits. C'est-à-dire, voilà, il a dit je ne me souviens plus. D'ailleurs, à l'issue de son intervention, il a été emmené par les sapeurs-pompiers. Là, vous parlez bien du collègue. Le collègue qui était un motard qui a tiré. Est-ce que c'est celui qui a porté plainte ensuite? Est-ce que c'est lui? Ils m'en ont pas reparlé. D'accord. Donc, on ne va pas donner son nom, bien entendu. Je sais qu'il y a eu des dépôts de plainte. Il y a un de vos collègues qui a déposé plainte. Ça semblerait correspondre à lui, parce que le motif qu'on m'avait donné pour le dépôt de plainte était tentative de meurtre contre un dépositaire de l'autorité publique. C'est ça, voilà. c'est ça. Ensuite, la deuxième chose, sur le moment, est-ce qu'il a vu le changement de conducteur ou pas? Je n'ai pas eu la réponse. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers ont 1 seconde pour se décider ou pas à faire usage de leur arme. Sur le moment, effectivement, quand on voit la vidéo a posteriori, on voit la personne mettre le clignotant, se décaler, et voilà. Mais on vient d'une course-poursuite où il y a eu des gens qui ont été mis en danger. Donc, sur le moment, il a 1 seconde, et la justice aura plusieurs années pour décider si cette seconde, il a fait le bon choix ou pas. Il a 1 seconde, mais il y a quand même une série de tirs. On l'a entendu là, quand on entend ça, la seconde, elle s'étire. C'est-à-dire, il décide, mais après, il continue à tirer quand la voiture s'éloigne. Ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons possibles. Mais là, je vais parler de façon plus générale. C'est que nous avons eu l'année dernière un nouveau cadre juridique dans le Code de la sécurité intérieure permettant l'usage de l'arme pour les policiers, et notamment qui permet de tirer sur un véhicule qui ne tempère pas, s'il peut commettre, il peut blesser et faire des atteintes à la vie dans la suite. Comme c'était une conduite dangereuse et qu'il y a des victimes de la route, on peut le penser. Après, la vraie problématique de cette loi, c'est que dans la police nationale, nous n'avons pas eu de formation vraiment très poussée sur le sujet. Il y a beaucoup de policiers qui sont restés cantonnés à ce qui a été expliqué aux informations de grande écoute. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a marqué probablement. Dans un texte juridique, il y a un probablement, c'est très compliqué. Je prends toujours l'exemple. Quand quelqu'un vole quelque chose, il sait pertinemment ce qu'il risque, il sait qu'il a volé personnellement, que la justice le condamne ou pas à ce qu'on trouve les preuves, il sait personnellement ce qu'il risque et ce qu'il a fait. La plupart du temps, quand nos collègues font usage de leur arme, ils ne savent pas si la justice, a posteriori, qualifiera d'un cadre légal ou pas. Sur le moment, ils essayent de faire au mieux. Boubacar Coulibaly, vous venez d'entendre ce que dit Alexandre Langlois, donc représentant syndical des policiers. Il dit que son collègue a eu un trou noir à un moment. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Moi, je pense que le policier, déjà, il n'avait pas tiré tout ce nombre de fois, déjà sur la voiture, parce qu'il a bien vu que je mettais mon clignotant, que je me déportais un peu sur la gauche. Et après, moi, je suis parti parce qu'il avait l'air très énervé. Et en plus, il me menaçait avec son arme directement, parce qu'il n'avait aucune raison de sortir son arme. Dans la plainte est écrit que vous avez eu peur, vous avez été menacé, c'est ce que vous avez senti, et vous expliquez avoir eu peur qu'il tire. Oui, c'est vrai. Sur vous. Ouais, il est arrivé directement, il a pointé son arme sur moi. Et au moment où j'ai même pas avancé vers lui, je me suis déporté sur la gauche en mettant mon clignotant. Et il a tiré directement la première balle. Après, je me suis demandé si je devais m'arrêter ou pas. Et après, j'ai décidé de ne pas m'arrêter parce que je voyais qu'il continuait à tirer, en fait. Et même après, je suis pas parti très très loin, en fait. Je suis parti à 200 mètres dans un centre commercial où ils ont appelé les pompiers, etc. Et ce policier-là, je ne l'ai plus revu parce qu'il a tiré, mais il ne m'a même pas suivi pour voir s'il m'avait touché ou autre chose, en fait. Steve Ruben, comment vous réagissez quand vous entendez Alexandre Langlois? Il dit que le policier a eu un trou noir. C'est vrai que le policier a porté plainte. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Boubacar Coulibaly, il est témoin au moment où les policiers sont là. Il est témoin du comportement
du conducteur, il n'a strictement rien fait. Il n'a pas été menacé par des policiers, il n'a pas été mis en joue. Que les circonstances, l'adrénaline, la pression fait que ce policier fait ça, dont acte. J'entends la défense qui est souvent suggérée d'ailleurs par certains avocats, la défense du trou noir. Je ne me souviens pas. J'ai perdu la mémoire, je m'en souviens pas. Mais c'est très dommage parce que voyez-vous, on a eu la chance dans ce dossier, et l'avantage des vidéosurveillances, et ça garde la mémoire, c'est d'avoir cette vidéo. Parce que si cette vidéo n'existait pas aujourd'hui, on n'aurait pas pu la confronter aux différentes déclarations. Toutes les affaires de police judiciaire, lorsqu'elles ressortent, lorsqu'elles existent, c'est parce que vous avez toujours, avec les appareils portables aujourd'hui, une petite caméra qui traîne ici et là. Et je puis vous dire, mais sans évidemment aller un petit peu plus loin, que lorsqu'on a confronté les déclarations de ce fonctionnaire de police à la vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage relativement important. Georges Fenech, vous, l'ancien magistrat, on est face là à deux versions d'une affaire extrêmement contradictoire. Oui. Pas facile. Oui, c'est le rôle de la justice, qui est jamais facile d'ailleurs, hein, de trancher, mais manifestement, il y a là un problème de réglementation. Est-ce que l'usage de l'arme a été fait conformément à la réglementation? Vous avez eu raison de rappeler qu'on a modifié le texte, on a aligné notamment les gendarmes et les policiers sur le même régime aujourd'hui, mais lorsqu'on entend la version qui est présentée, c'est-à-dire un jeune qui ne présente pas de danger lui-même imminent et qui n'est pas armé, essuyer une succession de tirs, une dizaine de coups de feu, ça pose vraiment un problème. Le trou noir n'est effectivement pas une explication recevable par la justice. Il faudra bien déterminer pourquoi, comment ce fonctionnaire de police a pu se servir de son arme de cette façon. Mais tout cela, encore une fois, c'est la justice qui le dira. C'est vrai qu'Alexandre Langlois, ce qui frappe, je vois que vous voulez réagir, ce qui frappe encore une fois, 10 coups de feu. C'est une série de coups de feu impressionnante. Et le policier a l'air parfaitement maître de ses actes. Il tire, j'ai vu la vidéo, on l'a entendu, il tire délibérément sur la voiture. Il suit la voiture. La vidéo le montre très clairement. Maintenant, après, c'est toujours ce que j'expliquais. Oui, Les j'entends. faits parlent. Après, je n'étais pas à la place de mon collègue à ce moment-là. Non, mais vous êtes l'instant, représentant voilà. syndical, je sais. Donc bien. je sais, voilà, ce qu'il faut savoir dans la police nationale. C'est pour ça qu'on confronte les deux versions, c'est notre pour ça souci, que bien les entendu. versions, pour moi, c'est deux points de vue différents plutôt que deux versions opposées, parce que personne ne conteste les faits. Il a tiré sur la voiture qui partait. Voilà. Après, l'interprétation que mon collègue a pu avoir sur le terrain diffère de ce qu'a pu vivre monsieur en face. Donc après, la deuxième chose aussi je suis heureuse qu'on a discuté juste avant l'émission, c'est que la plainte porte sur notre collègue, mais également contre X. Parce que nous, ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, c'est le manque de formation. Parce qu'autant il y a du monde pour nous envoyer en formation Word et Excel, autant sur la formation juridique, l'encadrement, etc., la police nationale est absente à chaque fois. La police nationale fait que, à la fin, il y a l'IGPN qui va être saisi, l'inspection générale de la police nationale, pour savoir si un fonctionnaire n'a pas fait ou pas son travail. Mais personne ne se pose la question de la hiérarchie, de la formation, de l'encadrement des policiers, de l'usage de leur arme. Parce que, par exemple, avec 90 cartouches tirées par an, quand les stands de tir sont opérationnels, parce que des fois, faute de moyens, ils ne sont même pas entretenus. Je veux dire, on arrive dans un contexte où c'est à la fois dangereux pour le policier, mais comme ça a été démontré, pour la population. Donc, j'aimerais bien qu'on aille au-delà du cadre de ce fonctionnaire, qui finalement, le côté émergé de l'iceberg. Et lui, pour le moment, a choisi de ressortir de cette brigade, d'ailleurs, a essayé de se reconstruire ailleurs, parce qu'il l'a très mal vécu avec ce qui a tourné sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait de lui-même le choix de partir pour aller se reconstruire dans un autre service. Donc, il y a tout cet ensemble qui fait que le fonctionnaire a peut-être fait une faute, la justice le déterminera, mais on aimerait bien que ce ne soit pas tout sur ses épaules. Georges Fenech. Sans du tout chercher des excuses, c'est pas mon rôle à qui que ce soit, il faut quand même bien rappeler les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires de police. Vous savez qu'en 2016, par exemple, il y a eu plus de 13 000 fonctionnaires de police blessés lors d'exécutions de missions, une vingtaine de fonctionnaires de police tués. Vous savez, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Il y a quelquefois des erreurs, quelquefois des fautes que d'ailleurs la justice et la police elle-même savent sanctionner. Mais imaginez le contexte psychologique des policiers qui interviennent dans des conditions difficiles. Il peut y avoir quelquefois une surréaction. Et cela, il faut l'éviter, évidemment. Steve Ruben, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez déposé plainte au nom de votre client. Qu'est-ce que vous voulez, finalement? Que le policier soit sanctionné? Que la vérité éclate sur l'affaire? D'abord, on voudrait qu'il y ait une affaire judiciaire. Je vous le dis parce qu'on est là pour dénoncer une lenteur qui est pas normal. C'est pas normal que 11 mois après les faits, on apprenne que simplement début septembre, après avoir fait 1001 démarches, un juge d'instruction ait enfin la charge d'instruire à charge et à décharge. Et je sens confusément, et vous allez voir si on aura l'occasion d'en reparler, je sens confusément que le parquet va essayer d'ailleurs de le mettre en cause également pour une certaine violence. Vous verrez ce que je vous dis si effectivement c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits de violence avant? On va considérer que le fait d'avoir pris ce véhicule, d'avoir tenté de prendre la fuite, était effectivement une constitutive d'une violence, et pourquoi pas d'un délit de fuite. Je le sens confusément
précisément, puisque je n'ai pas d'explication sur le fait qu'on mette 11 mois simplement à saisir un juge. Deuxième chose que je voudrais dire, monsieur. Vous savez, on parle beaucoup de violences policières. Je rappelle que les policiers, et on a beaucoup entendu, ont voulu effectivement un droit de faire usage de leur arme calqué sur ceux des gendarmes. On est bien d'accord. Les violences des gendarmes, on n'en entend quasiment jamais parler. Chaque fois qu'on a des affaires, c'est des affaires policières. Des affaires, effectivement, où des policiers, peut-être mal formés, et ça relance effectivement ce débat de la formation des policiers, mais je vous le rappelle, qu'ils sont là quand même aussi pour protéger les citoyens, protéger peut-être celui-ci qui, peut-être, maladroitement ou pas, j'en sais rien, a voulu prendre ce véhicule, et sûrement pas pour faire usage dans les conditions dont ça a été dénoncé, à 10 reprises de son arme. Boubacar Coulibaly, vous êtes très calme, vous savez ce que vous voulez, vous avez votre argumentaire. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous revivez cette scène de janvier où finalement vous avez été directement menacé et vous avez eu peur de mourir? J'ai eu peur de mourir, c'est sûr, après 10 coups de feu. Et aujourd'hui, comment je le vis, j'ai pas la totalité de l'usage de mon bras en fait. Je peux pas faire, je faisais du sport, je peux pas faire, continuer ce que je faisais. Et là, je vais subir une deuxième opération là au mois de décembre parce que là, j'arrive plus à dormir la nuit. Et en fait, j'ai été à l'hôpital là récemment la semaine dernière et on me disait que mon os, en fait, avec l'impact de balle, il ne repoussait pas. Donc là, je vais subir une greffe osseuse le 28 décembre. Et ça va repartir en gros avec de la rééducation. On va me remettre du fer dans le bras. Et c'est que le fer qu'ils vont me laisser dans le bras après la rééducation et quand mon bras va être soigné, je vais devoir subir une troisième opération pour me retirer le fer. Et qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Vous voulez la vérité? Vous voulez que le policier soit sanctionné? Vous voulez réparation du préjudice? Ouais, je veux que le policier soit sanctionné en fait pour ce qu'il a fait. En fait, parce que je trouve qu'il n'y avait aucune raison de tirer, parce qu'en fait, même s'il aurait tiré dans les roues, j'aurais pas pu aller bien loin. En fait, et il a tiré plusieurs fois pour rien du tout, et au final, je me suis arrêté à 200 mètres. Et s'il aurait vraiment voulu m'arrêter, il m'aurait suivi pour m'arrêter, mais c'est des collègues à lui qui sont arrivés 10-15 minutes après, j'aurais pu partir plus loin, et qui m'ont interpellé. Merci d'être venu sur ce plateau et merci à vous quatre pour ce débat. Georges, un mot très court, 20 secondes. Une petite mise en cause là, du fonctionnement de la justice. 11 mois, c'est certainement pas 11 mois de non-exécution de travail. Le parquet fait son enquête préliminaire. Après, il décide d'ouvrir une information parce qu'il faut des expertises, etc. Et la justice, elle fera la vérité. Il a fallu 48 heures pour condamner celui qui était au volant. 48 heures. Non, je pense qu'il il faut être objectif. Ce sera le mot de la fin pour ce passionnant débat dont nous reparlerons.